Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok, super. Alors, on a déjà 5 minutes de retard, donc on ne va pas perdre plus de temps pour commencer ce débat, dont je vous rappelle dont la thématique: faut-il avoir fait des études de journalisme pour être journaliste? Pour en parler, nous recevons en tout premier, je vais aller dans l'ordre, Antoine Hurlimann. Antoine Hurlimann, vous êtes donc responsable de l'actualité et d'investigation et de culture à l'Illustré. Bonjour et merci d'avoir accepté de me répondre à nos questions. Merci à vous. À côté, Géraldine Normand-Jacot, vous êtes directrice du Centre de formation au journalisme et aux médias au CFJM. Bonjour. Je reviens avec Étienne Coco. Étienne Coco, vous êtes donc co-directeur du secrétariat central d'Impressum et vice-président de la fondation CFJM. Oui, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Ensuite, Nathalie Pignard-Chenel, vous êtes donc professeure ordinaire à l'Académie de journalisme et des médias et directrice des programmes MAGE et Magie, donc master à l'Académie de journalisme et master d'Académie de journalisme innovant. Et pour terminer, Ryan Meldan, vous êtes fondateur de Caféine Média. Merci. Merci à vous. Alors, on va pouvoir commencer avec une première question qui est directement pour vous, Nathalie Pignard-Chenel. C'est: est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste le rôle de l'AJM? Bonjour, merci pour l'invitation. Donc l'AJM, c'est l'Académie du journalisme et des médias à l'Université de Neuchâtel. Donc c'est un institut de formation et de recherche au journalisme qui a été créé en 2008, qui va accueillir sa 18e volée pour les journalistes à la rentrée prochaine. Et c'est une des voies à la formation au journalisme en Suisse romande, en partenariat, en collaboration avec le CFJM, mais également en collaboration avec les médias, avec les associations professionnelles, donc voilà, qui est vraiment inscrite dans le champ de la formation et professionnelle en Suisse romande. Et la particularité, c'est que c'est une formation académique, donc de niveau master, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de cours théoriques, académiques, réflexifs, mais il y a aussi bien sûr une dimension professionnalisante qui est très marquée, puisqu'il y a environ une trentaine d'intervenantes et intervenants professionnels de Suisse romande et d'ailleurs, puisqu'il y a également la collaboration avec le CFJM, etc. Voilà, en quelques mots, en quoi consiste l'AJM, et peut-être juste dire qu'il y a aujourd'hui, de mémoire, 370 personnes qui sont diplômées de l'AJM, certaines dans cette salle, et puis qu'il y a environ 70% aujourd'hui qui exercent dans le journalisme en Suisse romande. Ouais. Super, merci beaucoup. Et puis tout de suite, on peut partir avec vous, Géraldine. Même question, en quoi consiste le rôle du CFJM? Alors le CFJM, c'est un centre que beaucoup de gens peut-être connaissent ici, qui fête ses 60 ans cette année, qui est un acteur incontournable, je dirais, de l'écosystème médiatique et qui propose une formation assez unique et une formation duale. Donc on a des stagiaires qui font leur stage de 2 ans et qui, au cours de ces 2 ans, viennent se former chez nous pendant 10 semaines. Et elle est unique parce qu'elle permet d'avoir des profils très variés. Donc les médias engagent des profils qui les intéressent. Donc, par exemple, pour la dernière volée, on a un jeune homme de 19 ans, un autre jeune homme, je dirais, de 46 ans. On a des gens qui viennent du secteur de la recherche, donc c'est très varié. Et c'est ce qui fait aussi sa particularité. Voilà, et puis on a aussi une fonction qui est importante, c'est la formation continue. Donc on accompagne la profession vraiment de A à Z. Voilà. Et je ne pourrais pas vous dire combien de diplômés nous avons, il y en a un nombre incalculable aujourd'hui, mais voilà. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui les 2 possibilités pour devenir journaliste, ou en tout cas les 2 possibilités principales, c'est donc de suivre le CFJM ou l'AJM, d'être diplômé d'une de ces 2 académies. La première question que j'aimerais vous poser, mais à transversale, et je vais peut-être commencer par vous, Antoine Hurlimann, à quel moment devient-on journaliste selon vous? C'est une bonne question. Pendant longtemps, ça fait 8 ans que je suis journaliste à 100%, et pendant longtemps j'ai pensé que c'était à partir de l'obtention de
l'inscription au registre professionnel. J'ai un peu honte de le dire devant Étienne, mais cette année, je n'ai pas payé mes cotisations et je suis toujours journaliste. De fait, ma définition n'était pas la bonne. Je pense qu'on devient véritablement journaliste quand on l'exerce comme activité principale et qu'on le fait en respectant la déclaration des droits et des devoirs du ou de la journaliste. En tout cas, c'est ça ma définition aujourd'hui, puisque plus qu'une affiliation à telle et telle organisation de journalistes, je pense que c'est le fait d'exercer cette activité et l'exercer en respectant des règles. Étienne Coco. C'est vrai qu'effectivement, nous, en tant qu'organisation avec Syndicom et le SSM qui délivrons la carte de presse, on n'est pas légitime à dire qui est journaliste professionnel. Par contre, c'est une certification, cette carte de presse, qui garantit aussi la signature de ce qui a été dit, les droits et les devoirs des journalistes. C'est aussi une reconnaissance par les pairs qui garantissent que cette personne continue à mener cette activité à titre professionnel. C'est aussi pour séparer la personne qui fait ça de manière accessoire, peut-être à 10% à côté d'une autre activité, parce que cette personne a des qualités d'écriture ou autres. C'est vraiment, donc c'est une certification très professionnalisante que cette carte de presse, mais effectivement, on n'est pas légitime pour dire qu'il y a d'autres professionnels qui sont journalistes qui n'ont pas de carte de presse, ce que nous regrettons évidemment. Est-ce que vous pouvez juste rappeler ce qu'est la carte de presse? Alors, pour moi, je dirais elle a 3 composantes. Donc, elle a cette certification par les pairs. Donc, c'est vraiment, il faut obtenir 2 signatures de personnes qui sont reconnues par le métier et qui ont donc l'ERP. C'est aussi une authentification pour le public, pour les autorités, pour se rendre à un festival en disant je suis accrédité, j'ai une carte de presse, je viens pour faire un article, pour rentrer dans un tribunal, à une conférence de presse. Et c'est aussi un registre. C'est un registre qui est tenu, c'est ce qu'on appelle CERP. Donc c'est une forme de base de données aussi des journalistes en Suisse. Petite précision, juste, il n'est pas nécessaire en Suisse d'avoir une carte de presse pour exercer cette profession-là. On peut être journaliste professionnel sans carte de presse, contrairement en France. On peut aller à un tribunal, si tant est qu'on soit engagé par une rédaction. On peut aller faire des interviews à un festival. Effectivement, la carte de presse facilite ces processus-là, mais elle n'est pas indispensable. Et pour vous, Ryan, quand est-ce qu'on devient journaliste? Déjà, je rejoins pas mal ce que tu as déjà dit, Antoine. Moi, je dirais qu'il y a aussi de multiples choses qui font qu'on peut se sentir aussi journaliste. Il y a un bout, bien sûr, il y a la reconnaissance des pairs. Il y a aussi, je pense, avoir une certaine rigueur dans son travail. Donc, je pense que ce n'est pas forcément une chose qui fait qu'on devient journaliste, mais c'est aussi le fait d'expérimenter, de faire des erreurs, connaître ses erreurs, et puis aussi gagner en expérience. Et je pense qu'il y a un moment où on sent qu'avec ses pairs, on se reconnaît dans ce travail-là, qu'auprès du public, ce qu'on fait, ça a du sens, de l'utilité. Je pense que c'est plusieurs petites choses. Très bien, merci. Prochaine question. On peut directement continuer avec vous, Ryan. Qu'est-ce qui, selon vous, ne s'apprend pas en formation, mais qu'il faut absolument maîtriser pour être journaliste? Du coup, c'est mon cas. Moi, je n'ai pas forcément fait de formation. Je pense qu'évidemment, le fait de faire une formation, ça facilite beaucoup de choses. Ça accélère évidemment le processus. Quand on ne fait pas de formation, on doit un peu apprendre les choses sur le tas. Ce qui aide en tout cas beaucoup, c'est de pouvoir justement prendre conseil auprès de personnes qui ont plus d'expérience. Je dirais, je pense, tout l'aspect relationnel qu'on peut avoir dans le journalisme, la relation qu'on peut avoir avec le public, et puis le fait de faire des erreurs, pouvoir comprendre ses erreurs. Il y a beaucoup de choses aussi de l'ordre de, technique, les soucis qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne. Et puis j'ai envie de dire, surtout l'aspect relationnel, en tout cas qui ressort beaucoup, et puis l'aspect très 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 pratique, parce que du coup c'est majoritairement de la pratique à ce moment-là. Moi je me permets de rebondir parce qu'il y avait un truc qui était arrivé, je crois, le premier mois où j'étais arrivé à Impressum, et je parlais avec un journaliste qui sort son téléphone, je vois 2400 numéros. Je me suis dit, mais alors c'est peut-être rien, pour moi ça paraissait impressionnant. Donc je pense que le carnet d'adresses aussi se fait avec le temps, et ça on ne peut pas l'apprendre en formation. J'avais été très impressionné, c'est pour ça que je me permets de souligner cette anecdote. Malgré tout, aujourd'hui, la plupart des journalistes sortent de ces formations. Donc peut-être, Nathalie Pignard-Chenal, qu'est-ce qu'on apprend en formation et pour le coup, au contraire, qu'on n'apprend pas sur le terrain? Dans une formation, en 2 ans, on va pouvoir apprendre toutes les bases, tous les fondamentaux dont on a déjà beaucoup parlé, le cœur évidemment du métier de journaliste qui est la déontologie, l'approche éthique. Donc ça, c'est évidemment un élément central.
Mais dans une formation, on va aussi pouvoir commencer à se confronter en fait à la pratique lors de certains cours, mais aussi lors de stages. Et puis, je pense qu'une réflexion, la formation, en tout cas comme on l'entend à la JM, c'est aussi l'idée qu'on n'apprend pas uniquement des modes d'emploi, des recettes, des savoir-faire directement applicables, parce qu'en fait, le métier, il change aujourd'hui à une allure complètement folle. Et ce qui est important, c'est à la sortie de la formation, d'être en capacité de s'adapter à ces changements, de les comprendre, de les questionner, pas juste de les subir. Et puis ça, c'est ce qu'on essaye aussi d'amener dans le cadre de la formation. Puis il y a un dernier point, je le dis souvent à mes étudiants, mais c'est que la formation, c'est aussi un espace un peu privilégié où on peut avoir le luxe peut-être d'expérimenter des choses qu'on ne peut pas directement expérimenter ensuite dans les médias, faute de temps, faute de moyens, parce qu'on a des cadres, une ligne éditoriale ou des formats ou des espaces qui ne permettent pas forcément de le faire. Donc, on a des étudiants qui imaginent des activités envers les publics dans le cadre d'un festival, par exemple. On a un étudiant, et d'ailleurs, il est maintenant journaliste, et je crois qu'il fait sa représentation ce soir, qui a, dans le cadre de son master, imaginé un journalisme en scène. Donc ça, c'est vraiment des formes de journalisme. Ça reste du journalisme, parce que le journalisme, c'est au pluriel. C'est des formes de journalisme qu'on a peut-être moins l'opportunité d'expérimenter dans le cadre ensuite de son métier, et que dans la formation, on peut toucher du doigt si on est intéressé par ces formats-là. Est-ce que le risque de ces formations qui sont quand même très balisées n'est pas de former tous les journalistes dans le même moule? Alors ça, c'est le très vieux débat. Il y a même eu des livres là-dessus. Non, je ne pense pas, en fait, et c'est même, je pense, le contraire. Nos étudiants et étudiantes, et parfois même ils nous le reprochent et ils ont du mal avec ça, ils sont confrontés à, quand on a 30 ou 40 intervenants différents, en fait, ils ont des regards différents, ils ont parfois même des visions du journalisme qui ne sont pas du tout les mêmes, des intervenantes qui viennent de médias sensiblement différents, avec des lignes éditoriales différentes. Donc non, au contraire, je pense qu'il y a un moule indispensable, c'est les fondamentaux, c'est la base, c'est le cœur du métier, et c'est ce qui définit même le métier, donc ça, on doit l'apporter. Et puis ensuite, il y a chacun qui doit trouver sa voie. Et puis alors nous, en plus, au sein de la JM, on a souvent, alors ce terme un peu galvaudé, mais de sortir de sa zone de confort. Donc on oblige nos étudiants à aller peut-être dans des médias qui les intéressent peut-être pas spontanément, forcément, aller au-delà des zones géographiques qu'ils connaissent. Donc non, je pense au contraire, dans une formation comme la nôtre, on va bien au-delà d'être dans un même moule. Antoine Hurlimann, vous partagez ce point de vue ? Non. Non, alors je ne me permettrai pas de poser de critiques sur la formation de l'AGM, n'ayant pas connu l'AGM, de ce que je vois en tant que journaliste qui accompagne, qui est maître de stage de plusieurs de jeunes journalistes diplômés de l'AGM, c'est qu'effectivement, c'est une formation qui m'a l'air très ouverte. Pour moi, le problème, ce n'est pas tant la pratique telle qu'elle est apprise dans ces formations-là, c'est finalement le parcours sélectif qui permet d'y accéder à ces pratiques. Pour aller à l'AGM, il faut avoir suivi, il faut avoir une maturité, il faut avoir un bachelor, et donc ça réduit, pour moi, il est là le moule problématique, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus un métier d'universitaire, pratiqué par des universitaires, les chiffres le montrent, ces 20 dernières années, je crois que maintenant on est à quoi 8 journalistes sur 10 qui sont universitaires, et pour moi ça pose problème par rapport à l'essence même de notre métier, c'est-à-dire que notre métier, fondamentalement, c'est quoi ? C'est avoir des informations que les autres n'ont pas et les raconter, mais c'est aussi porter un regard sur les sujets, un regard sur le monde, et finalement d'avoir ce moule universitaire, c'est-à-dire un moule de privilégiés, de personnes privilégiées. On coupe les rédactions de tout un tas de profils qui sont pourtant essentiels à notre vivre ensemble et à notre devoir aussi de retranscrire la réalité telle qu'elle est dans toutes ses nuances. Malheureusement, on a toute une partie de ces nuances qui n'est plus représentée aujourd'hui dans les rédactions. Mais c'est moins lié, je le répète, au programme de ces formations-là, mais plus aux exigences pour y parvenir.
Peut-être juste si je peux... ouais, il y a des fans. Peut-être si je peux juste réagir. C'est pour cette raison qu'il y a 2 voies en fait, de formation et que ces 2 voies collaborent et sont complémentaires et qu'effectivement, il y a la possibilité de faire un cursus plutôt universitaire et qu'il y a aussi une autre voie de formation. Peut-être là-dessus, quand même, sur la diversité, juste pour dire que, alors clairement, nous et ça c'est une exigence universitaire, ce sont des personnes qui viennent de bachelor. Ça c'est certain, qui doivent avoir un bachelor. Mais il y a aussi des mécanismes qui font qu'on peut avoir des personnes qui viennent de haute école. Alors, elles doivent, il y a des passerelles, enfin, c'est toujours le même système. Puis aussi qu'on peut quand même avoir un regard, ce que l'on essaye d'avoir, sur une diversité au sein de ce recrutement-là. Par exemple, on a des personnes qui viennent, qui ont eu un CFC, puis qui ont décidé de pousser plus loin, et puis de faire des études, et puis de devenir journaliste, et qui choisissent de faire l'AGM, mais qui pourraient aller au CFJM tout aussi bien. On a des personnes qui ont des profils d'ingénieurs, de scientifiques. Enfin, donc, ce n'est pas non plus que la voie, peut-être parfois, à laquelle on pense, littéraire, sciences politiques, enfin, etc. Juste pour amener une petite nuance, mais... Géraldine, vous voulez rebondir? Oui, je ne sais pas si tout le monde m'entend, j'ai l'impression que c'est un peu bruyant. Oui, alors nous, comme je le disais, on a une formation qui est très différente, elle est duale, donc elle est très inclusive, elle est ouverte à tous et toutes, mais j'avoue que nous dépendons du recrutement des médias. Nous, on prend des stagiaires qui ont été recrutés par des médias. Donc, je ne veux pas rejeter la pierre, mais c'est quand même au niveau du recrutement que ça se passe. Et si je peux reprendre mon ancienne casquette, où j'étais responsable des stagiaires à la RTS, c'était mon cheval de bataille, parce que c'est vrai qu'on avait ça je te l'accorde, des rédactions un petit peu monochromes. Beaucoup d'universitaires, et j'irais même plus loin, d'universitaires lémaniques. Il y a Neuchâtel qui a un petit peu amené d'exotisme là-dedans, mais c'était un vrai problème. Et je suis arrivée avec les chiffres de l'OFS et j'ai montré à ma rédaction à l'époque le problème qu'on avait. On n'était pas du tout représentatif de la Suisse, et ça, c'est un vrai problème. Donc on y a travaillé, mais c'est un travail de longue haleine. C'est compliqué. Aujourd'hui, il y a des changements qui s'opèrent, notamment à la RTS. C'est pas simple. Il y a aussi simplement il y a toute une population qui se sent pas la légitimité d'accéder à ce genre de job. Ça, c'est un vrai problème. Donc il faut leur tendre la main. Il faut expliquer que tout le monde a le droit de participer à cette aventure médiatique. Ça, c'est important. Et voilà. Mais c'est un travail de longue haleine. Et je pense que c'est vrai que le CFJM pour ça est très ouvert et très inclusif. Et j'en suis très heureuse. Je pense que c'est important. Ryan, vous vouliez rebondir? Oui, je rejoins un petit peu déjà ce qui a été dit, mais je pense qu'il y a surtout un problème aussi de la part des rédactions qui, d'un côté aussi, privilègent plutôt des profils universitaires, que ça devient, dans certaines rédactions, limite une base pour pouvoir rentrer dans le métier. Et donc, ça complique aussi les choses pour les personnes qui souhaitent pouvoir rentrer dans le journalisme, qui l'ont peut-être expérimenté d'une autre manière, de pouvoir... rentrer dans ce métier-là, et donc ça complique et ça décourage aussi. Rien que le fait, je pense que beaucoup de personnes peuvent témoigner sur ça, des étudiants qui postulent pour des stages, qui reçoivent 0 réponse, ou même des personnes qui souhaitent se reconvertir dans le journalisme. Donc je pense que la faute, elle n'est pas que sur l'aspect de la formation, du fait qu'il y a que certaines personnes qui sont sélectionnées. C'est aussi un problème, mais je pense que c'est aussi de la part des rédactions. Du coup, ça fait que des personnes qui ne souhaitent pas forcément prendre une voie universitaire pour diverses raisons, ne peuvent pas vraiment se diriger vers ce métier, ou alors c'était peut-être plus simple avant. Donc, je discute avec d'autres journalistes, me disent avant c'était plus simple, puis aujourd'hui ça devient plus compliqué. Donc c'est un peu décourageant de ne pas savoir vers quelle voie se tourner, et donc ça devient un petit peu compliqué, limite une bataille pour pouvoir rentrer dans ce milieu, et donc ça donne un peu, même parfois quand on discute avec du public, de se dire c'est un métier très élitiste, alors que c'est pas censé du tout être le cas. Mais j'observe que ça change. De plus en plus de rédactions font un peu, osent parier sur certains profils. Et ça, c'est très rassurant. Ils parient sur certains profils parce qu'ils sont aussi en train de se chercher. On cherche à rejoindre nos audiences. On a de plus en plus de problèmes à les atteindre. Et ça passe aussi par ça. Il faut que les gens puissent reconnaître dans les journalistes qui vont venir les trouver. Il faut que chaque Suisse et Suissesse puissent se voir un petit peu en nous. Ça, c'est important pour moi. Enfin, quand je dis Suisse et Suissesse, habitants de Suisse. Voilà, je précise. Et habitantes. Ryan Meldan, ça a été un choix, vous, de suivre aucune de ces 2 formations, CFJM, AJM? Alors, pour la JM, oui, c'était un choix. Pour le CFJM, j'aurais dit à la base non, j'aurais bien voulu. Mais en fait, c'est
très complexe de pouvoir trouver ce fameux stage, qu'à un moment ça devient décourageant, puis qu'au bout d'un moment on se dit autant pas forcément continuer dans aucune de ces voies, et à un moment c'est devenu un choix de se dire tant pis. Et ce que moi j'ai eu comme possibilité, puis là où ça rejoint peut-être ce que vous disiez sur l'aspect d'expérimentation, moi j'ai eu cette chance, en créant mon propre média, de pouvoir expérimenter plein de formats, plein de façons, de pouvoir aussi me tromper sans avoir forcément une conséquence grave derrière. Et donc moi ça a été cette opportunité-là de pouvoir aussi avoir des retours d'autres journalistes qui ont plus d'expérience. Donc il y a un moment où je me suis dit il faut que je continue avec chose qui me plaît, et de ne pas forcément continuer à démarcher plein de rédactions, alors que parfois en faisant des stages ou même juste en voyant le fonctionnement des rédactions, me dire que je préférais plutôt faire ça à mon compte et puis pouvoir trouver du plaisir dans ce que je fais. Étienne Coco, vous êtes donc, on le disait tout à l'heure, co-directeur d'un des organismes qui délivre la carte de presse. Sur quels critères est-ce qu'on délivre ou non une carte de presse? Comment on décide de délivrer à un journaliste une carte de presse? Alors de base, c'est très simple. Nous, on reconnaît principalement une pratique qui est qu'il faut avoir exercé pendant 2 ans à 50% minimum. Il y a même un débat de savoir si c'est 50% de son activité ou de ses revenus, parce qu'on voit que des fois maintenant, en travaillant à 40% ou à 60% de la com à côté, on gagne beaucoup plus. Donc on est assez malléable à ce niveau-là. Donc c'est cette pratique, c'est la signature de ses droits et de ses devoirs et de trouver ses parrainages, donc la reconnaissance par des autres personnes. Donc effectivement, en tant que tel, le RP, le registre professionnel, cette carte de presse, n'indique pas la formation, parce qu'on a considéré, tu l'as dit, je me permets de te tutoyer, tu l'as dit, on faisait confiance aux entreprises de médias de choisir leurs employés, qu'ils aient suivi une bonne formation, etc. Après, on voit que dans le partenariat social qu'on a mis en place en Suisse romande au travers des 2 conventions collectives de travail, c'est expressément mentionné qu'on demande une formation adéquate. Ça ouvre le champ large, mais évidemment, avec ce terme adéquat, on pense principalement à nos 2 institutions locales, si on peut dire ça. Voilà. Et vous, Antoine, alors, quand vous engagez quelqu'un en rédaction, sur quels critères vous vous appuyez ? C'est intéressant cette question du recrutement, parce que je pense, comme Ryan, qu'elle est essentielle justement pour composer une rédaction diversifiée. Je pense qu'on est beaucoup à souffrir du même biais, c'est-à-dire qu'instinctivement, on va être attiré par des profils qui nous ressemblent. Moi, le premier. Alors maintenant, ce que j'essaie de faire, ça fait plusieurs années que je participe à des processus de recrutement, c'est que je ne cherche pas un profil, je cherche véritablement des compétences. Et donc, je me conditionne, je regarde en fait jamais par où est passée la personne, ses diplômes, ses formations, mais je vais être sur des questions très pratiques. Montre-moi comment tu confrontes, montre-moi comment tu déplacerais tes pions pour vérifier telle ou telle information, énumère-moi la liste des personnes avec qui tu t'es fâché au nom de la recherche de la vérité. Et c'est ces choses-là très concrètes. Vous l'aurez compris, j'aime bien les profils un peu voyous qui vont m'attirer. Et ensuite, je regarde le parcours de la personne. Donc j'ai vraiment dû changer ma manière instinctive, où effectivement, moi j'ai fait le CFJM, j'avais une affinité, mais même inconsciente pour les profils qui venaient du CFJM. Voilà. Donc maintenant, non. J'essaye véritablement de regarder sur les faits et puis sur les compétences et sur... Voilà, on a un métier de contact et de résultats. Moi, je regarde beaucoup les résultats. Super, donc vous parliez de certaines compétences journalistiques, il en faut, on sait. Par exemple, l'éthique, la déontologie, les rapports aux sources, tout ça, etc. Est-ce que ça s'improvise, Nathalie ? Alors non, je ne pense pas. Enfin, ça... C'est effectivement, enfin, on en a déjà beaucoup parlé, hein. Il y a un cadre, il y a des chartes, il y a des droits et des devoirs qui sont assez clairs. Donc ça ne s'improvise pas. En revanche, ça se pratique, ça se confronte, ça se discute, ça s'affine aussi avec l'expérience. Moi, je suis toujours frappée. On a évidemment un cours de déontologie dans le cursus de l'AJM. Je suis toujours frappée de voir au retour, quand les étudiants partent en stage, premier stage puis deuxième stage, dans le retour, le formulaire de retour sur le stage qu'on demande aux étudiants, il y a une des questions qui est quels enseignements de l'AJM vous ont été particulièrement utiles, vous avez mobilisé, etc. Puis évidemment, le cours de déontologie, presque à chaque fois, est cité. Il est cité parce qu'il est essentiel. Il est cité aussi parce qu'on se rend bien compte entre ce qu'on a appris en cours, la théorie,
Ensuite, peut-être des études de cas qu'on peut discuter. Et puis, la confrontation à des situations très concrètes, il faut s'adapter. Donc non, je ne pense pas que ça s'improvise. Ça s'acquiert sans doute par de la formation, mais aussi par d'autres formes. Il ne faut pas oublier aussi la formation continue. Puis il ne faut pas oublier tous les espaces. Aujourd'hui, je pense que c'est un bon exemple. Tous les moments aussi où, entre pairs, on peut en discuter, que ce soit dans sa rédaction, que ce soit dans des événements, où on peut discuter de cela aussi. On l'a un peu évoqué, et c'est un peu mon dada, mais vis-à-vis des publics. Ces questions-là, en fait, elles devraient être aussi, à un moment donné, discutées avec les publics. Qu'est-ce que c'est que cette déontologie? En quoi ça consiste? Comment elle est mise en pratique au quotidien? Parce que pour revenir à votre question tout à l'heure, du coup, vous ne m'avez pas posé, mais alors j'en profite pour y répondre. Qu'est-ce qui fait qu'on est journaliste? Et ça a été tout très bien expliqué, il y a eu plein de réponses, mais moi j'en ajouterai une. C'est qu'est-ce qui fait qu'on est journaliste? On est aussi journaliste dans les yeux des personnes pour lesquelles on travaille. Et la mission première du journaliste, c'est remplir la mission du droit d'être informé du public. Et je crois qu'on est aussi journaliste dans les yeux des personnes auxquelles on s'adresse. Et ça signifie aussi rendre des comptes, discuter, peut-être faire preuve de transparence. Et la déontologie en est un des éléments, je pense. Vous venez de le dire, hein, à la JM, on a donc des cours de déontologie, d'éthique. Ryan Meldan, comment est-ce qu'on apprend tous ces critères, toute cette éthique du métier sur le terrain? Évidemment que c'est du coup pas évident, et puis c'est un peu la première chose sur laquelle on risque d'attaquer une personne qui n'a pas forcément fait d'études. En tout cas, dans mon cas, la première chose, c'est quand on a créé Caféine, c'est de se poser justement toutes ces questions-là, de sortir toutes les informations déjà qu'on pouvait trouver, de se renseigner auprès de personnes qui eux, connaissent bien cet aspect-là, s'entourer. Et puis, ce qu'on a fait à Caféine, c'est qu'on a fait, une charte éditoriale sur comment on aimerait nous fonctionner en se basant sur des choses qui existent déjà. Et un bout, bien sûr qu'on a sûrement déjà fait des erreurs, mais ce qui a été important, c'était de les reconnaître, de les souligner, puis essayer qu'est-ce qu'on peut en tirer. Pas juste dire, OK, on a fait une erreur, mais comment on peut avancer avec ça. C'est sûr que c'est un peu, je dirais, l'aspect le plus compliqué à acquérir, mais c'est quand même l'aspect sur lequel nous, on voulait vraiment mettre le plus l'accent, parce que ça reste quand même une des choses qui peut être rapidement mal perçue si on le fait mal, et puis avoir aussi, vous le disiez, un devoir de transparence envers les personnes qui regardent nos contenus. Donc évidemment, au début, c'est compliqué de dire qu'on veut faire un journalisme professionnel sans avoir toutes ces notions de base très ancrées en nous. Et à force, une fois qu'on arrive à les comprendre, les expérimenter à travers différentes expériences, puis on en a fait les frais, ensuite de pouvoir, à un moment, de se dire on a suffisamment aussi de compétences pour pouvoir assumer ces responsabilités-là. Oui. Je me permets aussi de rebondir, parce qu'on parle beaucoup aussi des droits et devoirs, mais il y a une concrétisation qui est légale. Moi, j'ai une formation de juriste, et les médias en tant que tels, ils sont mentionnés dans certaines dispositions de la loi. Donc, c'est pas un métier lambda, il a une responsabilité supérieure, des droits, effectivement, les sources, etc., mais aussi, il y a une forme de responsabilité, un danger par l'exercice de cette profession. Et je pense que ça met en avant aussi toute l'importance de la formation, où on peut apprendre les dangers, les risques qui sont liés au système légal, tout simplement. Et ça, je pense que on peut l'apprendre sur le terrain, mais je pense que c'est aussi important d'avoir quelques bases. Voilà. Oui. Moi, je serais plus radical qu'Étienne. C'est essentiel d'avoir ces bases, surtout quand on pratique un journalisme d'investigation, un journalisme un peu mordant. Si on fait n'importe quoi, on le paye extrêmement cher. Et on peut faire aussi beaucoup de dégâts. Moi, je dirais que cet aspect déontologie et droit des médias, c'est véritablement la partie essentielle de la formation de journaliste. On peut débattre du reste, est-ce que c'est secondaire, pas secondaire. Ce qui est sûr, c'est que l'aspect déontologique et droit des médias est essentiel. Moi, je le vois tous les jours dans ma rédaction. À titre personnel, j'ai 3 procédures en cours. Ça montre l'importance de ces choses-là. Et moi, j'encouragerais même à leur donner plus de place dans les formations. Eh bien, c'est entendu. Nous sommes en train de revoir le programme de formation initiale et effectivement, c'est déjà très présent, mais ça va être encore plus présent et ça va arriver très tôt dans la formation initiale. Parce que je pense qu'effectivement, il y a des enjeux qui sont, je ne vais pas vous l'apprendre, mais des enjeux très importants en ce moment, vu la tournure que prend le monde. Et c'est vrai que l'importance de la déontologie, nos droits, nos devoirs, ça va être crucial. Ça va aussi faire en sorte que nos médias survivent, tout simplement. Voilà. Je pense que c'est entendu.
Plusieurs politologues parlent actuellement d'ère de la post-vérité. Hein. On entend souvent que les journalistes doivent être un phare dans la nuit pour guider aussi les gens, fact-checker les informations, etc. Comment on différencie un bon journaliste d'un journaliste qui n'a pas d'expérience, si on n'a pas de formation, Antoine Hurlimann? Je pense que quelqu'un qui sait déjà faire la part entre les faits et les commentaires, c'est déjà pas mal dans notre époque. Et puis, oui, quelqu'un qui a cette volonté chevillée au cœur et au corps de faire de l'information. Avant, on peut, je l'encourage à le faire, je le fais parfois, donner mon avis, participer dans des cases dédiées à des débats d'opinion, mais c'est véritablement de donner de l'information. Dans ce brouhaha dans lequel on vit, où tout se mélange, je pense qu'on a un rôle plus important que jamais, c'est très bien, mais voici les faits. Et c'est déjà essentiel. De nombreux journalistes donnent aussi de cette information sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est de même qualité? Comment on différencie un journaliste qui donne une information de bonne qualité et un journaliste qui donne une information de mauvaise qualité? Pour moi, qu'importe le support ou le médium, une information a la même valeur qu'elle soit publiée dans un print, dans un statut Facebook, sur X, sur Instagram, sur TikTok, peu importe. Véritablement, c'est de pouvoir trier le bon grain de l'ivresse et de mettre sur un piédestal l'information. C'est ça notre travail. Après, qu'importe où et comment. Ryan? Je pense qu'il y a aussi un devoir d'indépendance et c'est un peu compliqué, puis c'est ce qui revient aussi beaucoup de la part, je pense, du public, c'est que les médias sont orientés, ont des lignes éditoriales, peut-être des pressions financières aussi, donc je pense que ça peut aussi jouer un rôle dans cet aspect un peu de bon ou mauvais journaliste. Je rejoins ce que tu as déjà dit, mais je pense que c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Ça devient compliqué aussi de pouvoir financer la presse et donc on sait qu'il peut y avoir des pressions économiques. En tout cas, dans mon cas, ça a été aussi de pouvoir aller directement à l'essentiel. Et justement, avec les réseaux sociaux, il y a ce danger de pouvoir se perdre avec des fake news et puis des personnes qui partagent juste des opinions. On voit de plus en plus de personnes qui voient un événement qui se passe dans la rue, sortent leur téléphone et puis le postent sur les réseaux sociaux et donc font de l'information, mais ce n'est pas vraiment le cas. Parfois, ça peut justement être mal compris ou sans contexte. Donc c'est aussi, je pense que tout le monde peut donner son avis, mais il y a aussi à différencier l'avis, l'opinion, et puis aussi l'information, et puis qui la donne. Je pense que quand les gens aussi ont confiance envers les journalistes, parce qu'ils ont fait leur travail de manière éthique, et puis mais je pense aussi que les gens parfois s'attendent à ouvrir un média et lire ce qu'ils ont envie. Et parfois, ça peut être assez confrontant et assez compliqué. Les faits, ce n'est pas forcément ce qui fait toujours plaisir à tout le monde. On parle donc de transmission de l'information. Hein, on a compris, tout le monde peut donner de l'information. Peut-être qu'il y a donc une question de définition. On aurait peut-être dû l'aborder dès le début de ce débat. C'est quoi être journaliste aujourd'hui, Nathalie Vignières-Chanel? Ah, c'est pour moi. C'est quoi un journaliste? C'est quoi un journaliste? Je crois qu'on l'a en fait assez bien défini jusqu'à maintenant. Un journaliste, c'est une personne qui produit une information, c'est une personne qui est en recherche de la vérité, c'est une personne qui produit des faits, c'est une personne qui distingue l'information de la communication, de la publicité. C'est éventuellement une personne qui a une carte de presse ou pas. Enfin voilà, donc je crois qu'on a déjà assez bien défini. Je pense, pour revenir sur la question des réseaux sociaux, c'est que ce qui se passe sur les réseaux sociaux fait que, c'est pas grave, fait que c'est plus, en fait, c'est moins lisible. Il y a des personnes qui ne sont pas journalistes qui font pourtant un travail journalistique et qui peut-être même ne revendiquent pas, ne souhaitent pas en fait ce label de journaliste et qui pour autant, quand on regarde ce qu'elles font, on peut se dire finalement c'est un travail journalistique. Donc en fait là on est dans des zones beaucoup plus floues et pour moi, je suis désolée, je reviens un peu là-dessus, mais je pense que ce qui est important, c'est d'être capable vraiment d'expliquer, que ce soit très clair pour les publics. Est-ce que là, ce que je fais, c'est vous livrer des faits, de l'information? Est-ce que ce que je fais, c'est plutôt vous livrer de l'opinion? Est-ce que ce que je fais, c'est produire de la désinformation parce que en fait, c'est mon intention? Est-ce que je suis dans l'influence, la communication, la publicité? Et en fait, on se rend compte que très souvent, ces lignes-là, elles ne sont pas si nettes. Et c'est là qu'en fait, ça amène du doute, de l'incompréhension, de la suspicion, de la critique. Donc, en tout cas, pour les médias et les journalistes, je suis convaincue que c'est une responsabilité très forte de pouvoir expliciter ça,
d'être au clair, d'expliquer comment on travaille. Là, pour nous, ça paraît évident, les droits et les devoirs, etc. Mais en fait, quand vous interrogez des gens dans la rue, il y a plein de personnes qui n'ont aucune idée comment ça se produit, une information, c'est décidé par qui. On a cette image on reçoit un coup de fil pour dire il faut produire ça ou ça du propriétaire du média ou d'un politique ou autre. C'est vraiment important d'expliquer et d'être dans cette forme aussi d'éducation à l'information et aux médias. C'est même plus que de la transparence, mais vraiment d'expliquer en fait ce qu'est ce métier-là et de le faire mieux connaître pour en montrer en fait la plus-value. Je crois que ça c'est assez essentiel. Étienne, vous voulez rajouter quelque chose ? Je vais repasser par une anecdote parce qu'une fois j'avais dit les journalistes c'est les militants de la vérité. Puis on m'avait dit non, c'est les militants des vérités. Parce que la vérité, elle est différente pour tout un chacun dans plein de domaines. Il y a des gens qui pensent que la Terre elle est plate, certains qui pensent qu'elle est ronde. Le journaliste il va expliquer pourquoi on considère qu'aujourd'hui la vérité qui devrait prédominer c'est qu'elle est ronde. Parce qu'il y a tel rapport, telle vérité scientifique, les sciences dures, c'est comme un peu plus facile à démontrer, quoique, on pourrait remettre en question aussi. Et c'est ça leur boulot, c'est de faire cet éventail des vérités qui existent et expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière et comment on peut se confronter à ces vérités et laquelle il faudrait choisir. C'est pas à eux de déterminer ça, mais je trouvais intéressant et j'avais l'impression de m'être trompé en disant c'est les autorités de la vérité. Non, ils montrent cet éventail et ils informent le lecteur et ils le guident à travers ça, le lecteur ou l'auditeur. Antoine, vous voulez... Oui, je crois qu'aussi un ou une journaliste, c'est quelqu'un en qui on a confiance. Et cette confiance, elle est mise à mal par des attaques infondées, parfois par des attaques légitimes, parfois aussi. Je pense qu'effectivement, certains médias, certains journalistes ont parfois manqué d'indépendance et ça se paye cash parce qu'une fois que ce lien de confiance est abîmé, c'est très difficile de le recréer. Et néanmoins, ce lien de confiance est essentiel aujourd'hui et je pense, et c'est une bonne chose finalement, que personne ne fait plus confiance à personne aveuglément et donc que ça pousse nos rédactions à être de plus en plus transparentes justement sur la manière dont on fabrique de l'information, dont on fabrique de l'opinion. Et je le glisse comme ça, mais je trouve que les très bons élèves en la matière actuellement, c'est l'aimant bleu. J'aime beaucoup la manière qu'ils ont de faire dans leurs enquêtes, chaque fois qu'ils obtiennent des documents, que ce soit via des procédures légales ou simplement dans leur travail de recherche, ils les publient, ces documents dans leur intégralité. Et ensuite, ils en livrent une analyse, ils en livrent un digest, ils en livrent un sujet, mais la source primaire, factuelle, elle est disponible pour toutes les personnes que ça intéresse. Et je pense que cet exercice de transparence devrait se généraliser et que c'est une manière aussi de regagner la confiance des gens, mais aussi de montrer comment on travaille et sur quoi on travaille. Moi, j'ai aussi, je pense qu'il ne faut pas être naïf. Il y a aussi les conditions qui font qu'un journaliste peut être un bon journaliste, les conditions de travail. Et c'est vrai qu'un journaliste qui sort de moins en moins, qui est de moins en moins au contact du public, ça donne des gens qui comprennent de moins en moins notre travail et des problèmes de confiance. Donc moi, je milite pour qu'un maximum de journalistes retournent sur le terrain. On a sinon une information qui s'appauvrit, qui est basée sur des dépêches, écrites parfois sur base de communiqués. Donc on a une information de qualité assez moyenne. Et ça, je pense que c'est vraiment... Les conditions sont aussi super importantes. Et ça, je sais que les rédactions sont sous pression, mais je pense que là, il faut faire très attention aux choix qui vont être faits ces prochains temps. Je souscris complètement à ce qui a été dit, mais j'amène une toute petite nuance aussi, parce que parfois, je pense, on idéalise aussi dans la question d'être sur le terrain, le fait que ça permet de rencontrer des publics. Je pense que ça permet surtout de rencontrer des sources, des institutionnels, enfin, une forme aussi de journalisme assez particulière, qui n'est pas toujours peut-être d'ailleurs non plus la forme de journaliste qui est la plus attendue, en fait, justement des publics. Et parfois, ça peut amener à un miroir un peu déformant, parce qu'on a l'impression que les personnes que l'on va rencontrer justement dans des interviews, pour des reportages ou pour des enquêtes, ce sont nos publics, alors qu'en fait, non. Et ça revient un peu, je crois, à ce que disait aussi Antoine tout à l'heure, cette forme un peu d'homophilie, c'est-à-dire évidemment, on est attiré par les personnes qui nous sont proches. On a l'impression que ce que nous, on pense, ou ce que pensent les personnes qui nous sont proches, c'est un peu une réalité, c'est ce que pense l'ensemble.
Voilà, là, il y a vraiment un travail, un très, très gros travail à faire. On l'a déjà un petit peu dit dans la diversité, mais aussi de se doter d'outils pour mieux comprendre la diversité en fait des publics auxquels on fait face, la diversité de leurs attentes, la diversité de leurs opinions. C'est pas simple du tout. Les médias ont beaucoup tablé sur les métriques, les statistiques, puis en fait ça c'est aussi quelque chose d'assez en fait abstrait. Se doter d'outils pour aller générer vraiment cette rencontre, cet échange direct, ça je pense que c'est important, mais c'est pas simple. Si je peux citer un exemple, je ne sais pas s'il y a des gens de RFJ ici, je suis allée leur rendre visite il n'y a pas longtemps et c'est vrai que c'est bête, hein, mais sur la pause de midi, je suis sortie avec le rédacteur en chef et tout le monde l'arrête pour lui dire j'ai entendu ce que tu as fait hier, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord. Et c'est assez magique ces moments d'échange où les gens peuvent mettre un visage sur l'information et celui qui l'a ou celle qui l'a produite. Et il n'y a pas de problème de confiance. c'est un peu j'enfonce une porte ouverte, mais je pense que la solution, elle est là. Très bien. Nathalie, je reviens déjà vers vous. Vous parliez d'éducation aux médias. Comment on apprend justement aux jeunes journalistes à parler à son public? Comment on leur apprend ça? On thématise cela beaucoup. Dans le travail journalistique, au-delà de tout le travail qu'on a discuté, du travail aux sources, de tous les outils dont on se dote pour trouver l'information, on essaye aussi beaucoup de réfléchir à qui on s'adresse. Et puis aussi à réfléchir à l'idée que le travail du journaliste ne se termine pas à partir du moment où on a rendu son article, mais qu'il y a derrière tout un tas d'autres choses qui se passent. Ça peut être de répondre à des commentaires, ça peut être de répondre à des interpellations. Enfin voilà, donc le métier de journaliste, alors là, peut-être on a l'impression que c'est une image assez positive, c'est aussi de se confronter à quelque chose qui parfois peut être très violent, hein, notamment dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi de prendre conscience que le métier s'est complexifié et que le rapport au public qui paraissait peut-être naturel avant, parce qu'on avait toujours dans l'idée que de toute façon le journaliste il doit s'adresser à son public. Il y a un bouquin il y a assez longtemps en France dont le titre était « Écrire pour son lecteur ». Ça paraissait très naturel, mais en fait c'était très, très présent sans être présent. Puis aujourd'hui on est vraiment confronté à cette réalité qui devient vraiment beaucoup plus tangible et pour lequel on doit trouver des réponses. Ryan, vous voulez ajouter quelque chose? C'est vrai que sur l'aspect de l'éducation aux médias, nous, à Caféine, en tant que tout petit média, c'était déjà assez compliqué, mais on a eu une opportunité avec la semaine des médias à l'école de pouvoir aller à la rencontre de jeunes dans plusieurs classes en Suisse romande. Donc, vu que c'est notre public cible, ça tombait assez bien. Et c'est vrai que c'est assez drôle de voir toutes les idées reçues qu'ils peuvent avoir sur comment est créée l'information. Et l'atelier en fait consistait à pouvoir leur montrer comment on crée nous une information. Alors, on avait bien simplifié l'atelier, ils avaient une marche à suivre, mais ils se disaient que, enfin même on se disait nous que ça allait être assez simple, mais ils peuvent passer, comme nous on peut le faire aussi dans notre équipe, 45 minutes à choisir le sujet. Parce que finalement ils ne sont pas d'accord ou en fait ils ne sont pas sûrs si ça va intéresser d'autres jeunes. Donc c'était aussi comment on choisit le sujet, comment on peut voir si le sujet il a du sens. Nous on avait mis des sujets un peu pièges et ensuite voir aussi la manière dont ils traitaient l'information. Souvent ils voulaient mettre un petit peu ce qu'ils pensaient de ce sujet et on leur disait non, il faut aller directement vers les faits. Ils se sont tout de suite aussi tournés vers l'intelligence artificielle. Donc c'était aussi essayer d'interdire ça dans ces ateliers. Et puis au bout de 45 minutes, la plupart avaient encore de la peine à réussir à écrire leur sujet. Mais au bout des 1h30 de l'atelier, la plupart étaient arrivés à la fin. Alors ensuite, ce qui était plus compliqué, c'était l'étape un petit peu de tournage, etc. Mais ils ont dû aussi un petit peu se rendre compte de toutes ces étapes qu'ils n'ont peut-être pas forcément l'impression de voir. Pour eux, ils se disent une information, elle se produit, puis d'un coup, elle est diffusée. Et on a fait ça avec des étudiants qui étaient en formation à un CFC et avec des jeunes de 12 ans. Mais finalement, ils ont rencontré des difficultés qui étaient quand même assez similaires. Donc je pense que c'était important. Puis c'était pour nous une bonne expérience de se rendre compte aussi que les personnes qui peut-être consomment notre contenu ne savent pas vraiment comment il est fait. Et puis on réfléchit aussi à comment on peut essayer de rendre ça un peu plus accessible. Parce que c'est un des enjeux. Si on veut s'adresser aux jeunes, il faut que ça puisse leur parler, puis peut-être aussi leur parler dans la manière dont c'est fait, mais c'est jamais quelque chose d'évident. Étienne ? En tout cas, là ma pratique, ça fait 3 ans et demi que je suis impresseur, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas une entreprise de médias dans Suisse romande qui n'a pas une volonté de se rapprocher de son public.
Ça, c'est sûr. Ils cherchent des solutions. Ça peut être de devoir déplacer les locaux plus au centre-ville, mais ça coûte cher, il n'y a pas de moyens. Rendre plus transparent le parcours des journalistes, qui peut être contestable ou pas. Je n'ai pas d'avis sur la question à l'heure actuelle. Mais il y a vraiment cette volonté de créer de l'échange entre le public et les journalistes, qu'ils se connaissent, qu'ils comprennent comment est fait le travail, que les journalistes soient confrontés aussi eux-mêmes à leur public. Ça veut dire que vraiment que pour trouver qu'est-ce que vous avez envie de lire de notre plume, et à l'inverse, qu'ils puissent recevoir aussi des critiques de leurs lecteurs ou de leurs auditeurs. Voilà, mais en tout cas, c'est une volonté permanente que j'entends dans la bouche de toutes les directions romandes. Eh ben super, merci beaucoup. On arrive au bout de ces 45 minutes de table ronde. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à vous 5. Il nous reste un petit peu de temps, une dizaine de minutes pour des questions, si vous en avez. Il y a un micro qui tourne. Merci, bonjour. En fait, j'aurais une question par rapport à l'indépendance des médias, comme vous en parliez avant. Enfin, je me rappelle que moi, quand j'étais, je sais pas, en secondaire ou à l'école, j'avais vraiment l'impression que l'indépendance des médias, c'est l'indépendance par rapport à l'État, donc ne pas être dans la propagande d'État et tout. Aujourd'hui, on a l'impression que l'indépendance des médias, c'est plutôt l'indépendance des grands financiers, voire d'un certain capitalisme. D'un côté, il y a aussi l'indépendance peut-être même du lecteur, parce que est-ce que l'information n'a pas une valeur en elle-même qui va au-delà du fait de qu'est-ce que les gens ont envie d'écouter, parce que sinon on est un peu dans le divertissement. Donc en fait, voilà, c'est quoi pour vous l'importance, je vais dire, le rôle de l'information finalement dans la société telle qu'aujourd'hui, et c'est quoi les défis qui se posent en termes d'indépendance en fait? Je peux commencer. Je pense que vous avez très bien soulevé les 3 points de tension où l'indépendance elle peut être remise en question. Il y a un petit peu la tendance quand même aujourd'hui, right to be read. C'est vraiment, on veut que suivre ce qui est lu. Et le problème, c'est effectivement, ça peut occulter certains objets qui ne sont pas très sexy à être lus, mais qui doivent être révélés par les médias. Et nous, en tout cas, en tant qu'association professionnelle derrière, on se bat pour que ça soit maintenu comme standard. Je ne sais pas si vous faites face avec vos étudiants à des, je ne vais pas dire des pressions de la part de la direction, mais voilà, une certaine tendance. Maintenant, il faut écrire dans un sens d'être lu. Oui. Non, je crois que oui, ça c'est malheureusement. C'est un petit peu les conditions dont je parlais tout à l'heure. Et la pression économique. Enfin, il n'y a pas une rédaction aujourd'hui qui fait pas face à des défis économiques et donc les défis d'indépendance, autour de l'indépendance. Mais la question est loin d'être débattue, en tout cas. Je ne sais pas si tu as... Oui, je pense qu'effectivement, la question de l'indépendance, elle est avant tout économique. Comment être indépendant comment mordre la main qui nous nourrit? C'est une question compliquée, que ce soit l'État, que ce soit des partenaires privés. Moi, je travaille dans un média où un canton a décidé unilatéralement la semaine dernière de ne pas redonner les 3 cacahuètes qu'il nous donnait par année en aide indirecte, au prétexte qu'on ne parlerait pas de l'actualité cantonale. Bon, c'est faux, voilà, on en parle, mais ils ont décidé de retirer leurs 3 cacahuètes. Ce qui veut dire que, pour moi, finalement, quand on se place dans une position de dépendance, qui que ce soit, l'État, le privé, effectivement, on fait parfois, ou on se trouve parfois face à des choix très difficiles. Donc il faut absolument éviter ces situations de dépendance. Ça passe donc par un très bon mix économique, diversifier les revenus. Mais qui que ce soit, moi, j'ai pas confiance dans les aides de l'État, j'ai pas confiance dans l'aide des privés. À mes yeux, personne ne le fait gratuitement ou animé uniquement par de belles velléités. Et je pense qu'il faut le garder à l'esprit, mais qu'effectivement, c'est très compliqué. Il y a une autre source aussi de dépendance économique privée qu'on n'a pas tellement évoquée, mais c'est aussi autour des grandes plateformes, du numérique, probablement aujourd'hui autour des acteurs de l'IA qui sont très intéressés à passer des accords avec des médias, alors à acheter en quelque sorte les contenus pour nourrir ensuite leurs algorithmes. Et ça, c'est aussi une dépendance qui n'a pas toujours été très visible, mais qui a pu créer aussi beaucoup de difficultés à des médias. Il y a des médias qui, il y a quelques années, sont embarqués avec Meta, Facebook, Snapchat ou d'autres, en fait, pour se mettre à produire certains contenus parce que ça plaisait, alors pas aux lecteurs directement, mais aux algorithmes. Et donc, c'était pour une bonne manière de faire. Puis, il y a eu des retours de bâton, parfois assez violents, des médias qui ont même dû
licencié des personnes, voire parfois qui ont mis la clé sous la porte aussi parce qu'ils étaient dans cette dépendance-là. Donc c'est vrai que la dépendance, elle devient de plus en plus multifactorielle et sans doute qu'une des solutions, c'est effectivement de diversifier au maximum, en tout cas sur le plan économique, les sources de revenus. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Oui. Ouais, juste devant. J'en aurais plusieurs, mais j'ai surtout une anecdote à raconter à un monsieur dont je n'ai pas compris qui il était et qui dit des choses, à mon avis, tellement géniales que je ne pense pas que lui-même puisse les comprendre tellement elles sont géniales. Voilà. Mais vous, si j'ai bien compris, vous appréciez les méthodes de travail de L'aimant bleu. Tout à fait. Eh ben, L'aimant bleu est haï à l'Université de Genève. Voilà, c'était l'anecdote que je voulais vous signaler. J'aurais bien d'autres choses ou d'autres anecdotes à signaler. J'aimerais aussi savoir ce que vous pensez. Le plus grand scandale médiatique d'après-guerre, c'était un groupe de presse scientifique qui était campé sur la science, le groupe Maxwell des éditions Pergamon. Comment vous réagissez au fait que, au fond, la scientificité suprême, et ça rejoint votre question sur le regard différent, peut-être que toutes les logies du monde ne représentent pas tous les regards possibles du monde. Comment vous réagissez au fait que le plus grand scandale médiatique d'après-guerre, ce soit dans les éditions scientifiques? Je pourrais vous faire une conférence sur tous ces sujets, mais ce n'est pas le moment. Bon, du coup, je me représente. Antoine Hurlimann, de l'Illustré. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? De l'Illustré. Oui, je ne comprends pas toujours ce que je dis, c'est vrai. Maintenant, quant à l'importance... Oui, merci. Maintenant, quant à l'importance du journaliste scientifique, bon, je ne connais pas en détail le scandale que vous évoquez, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé aujourd'hui de l'importance du journaliste scientifique. On sort d'une pandémie durant laquelle on a vu à quel point ses compétences étaient importantes et à quel point elles faisaient défaut dans nos rédactions. Ça a permis à ID News, qui s'est spécialisé là-dedans, de voir le jour et qui, maintenant que la crise est passée, on le sait, a connu quelques difficultés parce que tout le monde s'est tourné vers le journalisme scientifique en temps de crise. Quand la crise était passée, bon, ça intéresse moins. Est-ce que tout devient plus scientifique? C'est vous qui le dites. Je ne sais pas. Je n'ai pas le sentiment, en tout cas pas dans ma rédaction. Je crois qu'on cherche des explications. C'est l'essence même de notre métier, que ça passe très souvent par la science, que la science, il y a une notion par rapport... c'est étroitement lié au cœur de notre métier, puisqu'on recherche les faits, tout comme la science, quelles que soient les sciences. Mais il faut pouvoir les remettre en question aussi. Après, voilà, il y a des faits qui sont des faits, et par définition, on ne va pas remettre en question la gravité. Je ne sais pas si... Ah bon? Peut-être, je vais dire juste un mot. À l'AJM, il y a 4 ans, nous avons créé un cours. Alors effectivement, c'était un peu dans le contexte post-pandémie, de médiatisation de la science et des problèmes complexes. Parce que ça nous paraît en effet essentiel que on fait face à des questions d'actualité scientifique ou pas, mais de plus en plus complexes. Parfois, elles sont scientifiques. Et ça nous paraissait essentiel d'avoir un cours, d'ailleurs, qui est un cours plutôt théorique, mais fait par un journaliste scientifique, Olivier de Cibourg en l'occurrence, et qui permet, je pense, à nos étudiantes et étudiants de mieux comprendre ce qu'est la science, comment elle fonctionne, parce que les modes de fonctionnement de la science sont assez complexes, quelles en sont parfois ses failles, parce que oui, comme dans tout milieu, comme dans tout monde, il y a aussi parfois des failles, des scandales, et la science n'est pas absolument irréprochable, elle est humaine, et donc voilà. Mais de comprendre quels sont aussi les garde-fous, comment elle fonctionne. Donc nous, on a créé ce cours-là il y a 4 ans, et il nous semble assez indispensable aujourd'hui dans notre cursus. Voilà, malheureusement, on n'aura pas le temps de poser une dernière question. Merci en tout cas à tous les 5 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir écouté. Et peut-être juste, Fanette, un dernier mot, parce qu'on a d'autres activités à vous proposer aussi.
Oui, alors je prends le mot de la fin pour faire un petit peu de pub pour nos propres dispositifs. On est à l'entrée et on a organisé une enquête immersive ainsi qu'un speed dating du journalisme. N'hésitez pas à venir faire un tour vers nous, ça nous ferait super plaisir de vous accueillir et de discuter avec vous. Voilà, merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette conférence et je vous souhaite une bonne suite de Prestival. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.